live, c'est parti. Philippe, faudra tirer le... hein, parce que ça me gêne. Mais attendez, je vais parler encore. Non mais je sais, mais c'est pour après. Donc... J'ai oublié mes lunettes, moi. Vous voulez que je vous prête les miennes? Non, c'est bon. Non, mais là-haut, j'ai une paire de loupes en rab. Comme vous voulez, soit vous voulez que je les prenne avec votre téléphone, soit je vous les envoie. Alors allez-y, En tout cas, merci à tous d'être là ce matin. Parce que vous arrivez de loin, vous? Non, enfin, j'étais sur Paris. Donc ça va, oui. On avait fait en sorte. Ouais. J'étais sur Paris. Ça se combine bien. Alors, j'ai oublié des minutes. On reçoit reçoit l'UNIS, la Fédération des ascenseurs, la Confédération Générale du Logement et Ositrad. D'accord. En fait, on va parler de logement. Marseille, Sous-Bois, de la Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est ça. On va parler loi élan et amélioration du logement. Et l'utilisation de la blockchain pour faire une nouvelle plateforme agricole, de commerce agricole. Voilà. J'étais avec un fermier là aujourd'hui. Ah bon, bah très On peut bien. parrainer une poule. Ah, sur-Oise. Oui, parce que nous, on a le cocotarium. Comment vous connaissez? J'en ai entendu parler. Et oui, il y a le coco machin. aussi. Cocotarium. Je sais plus où, c'est où. Bah, c'est à Neuville, à l'incubateur de Neuville Tech. Voilà. Bon. Non, mais je le tourne après, vous inquiétez pas. Très bonne journée sur la radio du bien-être, pas terrible au niveau du temps, peut-être quelques éclaircies, mais on va se contenter des températures qui sont quand même relativement bonnes pour la saison, jusqu'à 12-13 degrés cet après-midi. Je vous souhaite une très bonne journée, c'était la matinale, et dans un instant vous avez rendez-vous avec l'émission de Florence Fleur, le bar de l'économie. Bonne émission Florence, et à demain 7h pour la matinale. Des fois, je lui donne la main, des fois, je lui donne pas. Je fais un lancement une fois de temps en temps. En fait, c'est quand je suis prêt psychologiquement. Voilà, c'est ça. Très important. On change, il y a des variantes. C'est quand il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, quand il est malade, pas malade. Ah, il y a aussi ça. Oui, c'est ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle journée au bar de l'Écho avec Philippe à la technique. Notre sujet du jour sera le logement, la loi élan, le bail mobilité, mais aussi la blockchain. Vous allez voir et dans quel domaine. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Evelyne Vivier, bonjour. Bonjour. Benjamin Darmoni, bonjour. Bonjour. Alors tous deux, vous représentez l'Union des syndicats de l'immobilier. Respectivement, vous êtes vous êtes présidente déléguée Evelyne Vivier de l'UNIS et vous, Benjamin Darmoni, vous êtes président UNIS Île-de-France Grand Paris, comme on dit. L'UNIS, c'est le premier syndicat de la gestion et de la rénovation immobilière qui regroupe 4000 entreprises pour 22 000 salariés, un chiffre d'affaires à peu près de plus de 2 milliards d'euros environ. Vos adhérents, c'est qui? Eh bien, ce sont des gestionnaires, des administrateurs de biens, des syndics de copropriété, des agences immobilières, des promoteurs ou bien des marchands de biens. Enfin, c'est un exemple. Voilà, ensemble, donc, nous verrons donc la loi élan, le bail mobilité. Mais pour cela, j'accueille également pour en parler Alain Mélier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fédération des ascenseurs qui regroupe les fabricants et les installateurs d'ascenseurs, d'élévateurs domestiques, de monte-escaliers, de plateformes élévatrices, bref, l'ensemble des acteurs de la mobilité verticale, comme on dit dans votre milieu professionnel. Vous regroupez 140 entreprises composées de PME et de groupes pour plus de 17 000 salariés, dont 70% directement en charge de l'installation ou de la maintenance des ascenseurs. Une profession d'ailleurs qui prévoit de recruter plus de 2500 personnes, en tout cas entre cette année et l'année prochaine. Et des formations spécifiques sont développées avec des lycées. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. En tout cas, Alain Mélier, votre
actualité, c'est les lauréats des trophées de l'ascenseur. Donc on verra lesquels et pourquoi. Et puis aussi, vous avez sorti le guide du bien vieillir chez soi à l'occasion du salon de la copropriété. Et puis enfin, vous sortez homme-access.fr, comment anticiper l'avenir sereinement dans son logement en évaluant son ascenseur. Donc ça peut intéresser beaucoup de monde. Enfin, vous avez fait avec un cabinet extérieur une étude sur la mobilité et les ascenseurs. Si on a le temps, je veux bien qu'on en parle également. À nos côtés, pour parler donc loi Elan et bail mobilité et amélioration du logement, bien sûr, eh bien Michel Fréchet, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le président de la Confédération Générale du Logement, l'association regroupant les locataires. Alors on dit, et des copropriétaires. Alors on dit qu'il y aurait en Île-de-France 600 000 environ, 600 000 demandeurs de logements sociaux. Donc on verra ensemble ce qu'ils demandent. Vous avez fait des propositions sur l'augmentation des plafonds de ressources pour accéder au logement social, sur la récupération du dépôt de garantie par la création d'un fonds spécial national, et puis aussi d'autres revendications. On en parlera ensemble tout à l'heure, si on peut, en plus de la loi Elan et du bail mobilité, si vous voulez bien, Michel Fréchet. Et puis enfin, notre start-up du jour, bien sûr, comme d'habitude. Eh bien, aujourd'hui, elle est représentée par Philippe Lerman. Bonjour Philippe. Bonjour Florence. Vous êtes le président cofondateur d'Ositrad. Et ce qui m'a intéressé, c'est que vous avez développé cette plateforme à l'aide de la blockchain. Alors vous présidez également des sociétés. Il y en a une qui s'appelle Agri 21 et puis une troisième qui s'appelle EcoGreen. Ça fait 35 ans que vous travaillez dans diverses branches agroalimentaires. Donc on est très intéressé de voir ce que vous allez nous proposer parce que c'est un secteur qui en a besoin. Voilà, on va tout de suite passer à nos infos du jour parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de sujets à voir ensemble. Et ensuite seulement nous ferons notre petite pépite musicale du jour. Alors, première info du jour, eh bien, c'est repenser la périphérie commerciale. Hier a eu lieu la signature de la convention Repenser la périphérie commerciale entre l'État et la ville de Montigny-les-Cormeilles en Val d'Oise. Il s'agit d'un appel à projet national porté par le gouvernement qui vise à accompagner 6 collectivités territoriales dans la mutation de leur périphérie, bien sûr, commerciale. Cet appel à projet a été lancé en novembre 2017 dans le cadre du ministère de la Cohésion et des Territoires pour un projet qui s'appelle Réseau Commerce, Ville et Territoire. En fait, il part du constat national que les conditions de mutation des périphéries commerciales sont en perte d'activité et que les expériences locales peuvent donner des pistes de savoir-faire pour toute la France. L'État va donc accompagner 6 projets pendant environ 1 an pour faire émerger des opérations pilotes. En Île-de-France, il s'agit donc de la ville de Montigny-les-Cormeilles et puis de celle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et dans les autres villes en France, eh bien, il s'agit de la communauté de communes de Thiers-Doré et Montagne, de Limoges Métropole, de la ville de Saint-Pierre et de la métropole d'Aix-en-Provence. Les 6 lauréats bénéficieront de 60 000 € de subventions et puis bien sûr d'un accompagnement de l'État par des fonctionnaires. Alors effectivement, ils ont déjà commencé à présenter leurs projets et donc on attend d'eux qu'ils soient novateurs dans leur méthode de programmation, qu'ils réfléchissent à l'insertion urbaine et sociale, à la gouvernance ou encore au dialogue entre les partenaires privés et publics et puis bien sûr d'autres choses. Deuxième info du jour, eh bien, c'est les Gilets jaunes, révélateurs des fractures des Français. C'est la Fondation Jean Jaurès qui publie une étude très intéressante sur le mouvement des Gilets jaunes. Quelles sont les bases politiques, sociologiques de ce mouvement? Une étude réalisée par Jérôme Fourquet et Sylvain Manternac. Pour eux, le premier signe avant-coureur, eh bien, c'était la mobilisation contre les 80 km/h sur les routes secondaires. Les publics les plus dépendants de la voiture soutiennent la colère des Gilets jaunes. Et c'est donc la France urbaine, disent-ils, contre celle de la ruralité. Et la transition écologique réactive le clivage des classes. Une attitude à l'égard du mouvement très polarisé politiquement. Vous y trouverez aussi dans cette étude la dimension politique du mouvement et des zooms régionaux sur la mobilisation des Gilets jaunes. Le contexte aussi politique et social avec des cas comme ceux des Hauts-de-France, du Vaucluse, de la Bretagne ou encore de l'Ariège. En filigrane, il nous montre que pour réussir collectivement la transition énergétique, il s'agira de proposer des alternatives ou des compensations et non d'abandonner ses habitants à leur sort, disent-ils. Alors je vais demander à mes invités peut-être de réagir sur ce mouvement. Michel Fréchet. Oui, je rappelle que vous êtes président de la Confédération Générale du Logement. Je crois que tous les spécialistes de la question sont à peu près d'accord pour admettre que derrière les revendications des Gilets jaunes, il y a surtout un problème de pouvoir d'achat. Et on peut dire que
finalement, la goutte d'eau qui avait débordé le vase, c'est l'augmentation de la taxe écologie, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, qui a fortement augmenté l'essence, le diesel, etc. On pourrait ajouter à ça, parce qu'on en a assez peu parlé, le coût du logement, et en particulier en Île-de-France, parce que ça aussi, pour de nombreuses familles, le coût du logement est insupportable, et en particulier pour les familles populaires. Et donc, on n'en parle pas suffisamment actuellement. Je pense que derrière la manifestation des Gilets jaunes, il y a aussi cela. Il y a aussi cela, mais il faut quand même rappeler que c'est la classe moyenne qui soutient ce mouvement et qui est révélateur de leur baisse de pouvoir d'achat. Et c'est en ça aussi que la classe ça pose question. Elle est aussi impactée par ça. Elle est d'autant plus impactée par ça qu'elle n'a pas droit aux logements sociaux. Voilà. Et donc, elle ne peut se loger que dans le secteur privé. Et quand il s'agit d'acheter un bien, et les professionnels de l'immobilier qui sont là ne diront probablement pas le contraire, lorsqu'il s'agit d'acheter un bien, c'est particulièrement cher, compliqué, et surtout cela oblige les personnes qui appartiennent à cette catégorie sociale à prendre des emprunts souvent sur un temps très très long, et là encore, ça impacte le pouvoir d'achat. Merci Michel Fréchet. Alors Paco, troisième info du jour. Et oui, l'électricité devrait augmenter de 3 à 4% en février 2019. Chaque année, durant l'été, les Français redoutent la hausse de leur facture d'électricité à venir, et pour cause, depuis l'ouverture du marché de l'électricité, le tarif du kilowatt n'a pas cessé d'augmenter. En 10 ans, 35% d'augmentation est à noter. Il est possible de réaliser des économies, notamment en faisant appel à des spécialistes qui étudient vos factures. Réécoutez notre émission du 7 novembre si cela peut vous intéresser. Merci Paco. Quatrième info du jour, c'est la réévaluation du SMIC. Oui, la réévaluation du SMIC. Le SMIC devra dépasser les 10 € bruts de l'heure en janvier 2019. Sans coup de pouce donné au SMIC en janvier prochain, a prévenu notre Premier ministre Édouard Philippe, mais seulement une revalorisation légale. Notre politique, c'est de faire en sorte que le travail paye, dit le Premier ministre. L'État n'a plus accordé de coup de pouce au SMIC depuis juillet 2012, au lendemain de l'élection de François Hollande. Selon le mécanisme de revalorisation automatique, le SMIC a été revalorisé à hauteur de 1,2% au 1er janvier 2018. Il est passé de 9,76 € à 9,88 € brut par heure, soit 1498,50 € brut mensuel pour un temps plein. D'après une étude du service statistique du ministère du Travail, publiée la semaine dernière, cette revalorisation a bénéficié à près de 2 millions de salariés du secteur privé, ce qui représente environ 11,5% des salariés au total. Merci Paco. Vous voulez peut-être réagir, Michel Fréchet ? Oui, écoutez, c'est pas l'augmentation du SMIC qui va changer la donne pour les personnes qui sont descendues dans la rue avec des gilets jaunes, et ça n'est pas cette augmentation qui va changer fondamentalement la donne concernant le pouvoir d'achat. Il serait bien que le SMIC augmente un peu plus, mais je crois que Édouard Philippe n'a pas entendu ce que demandaient les gilets jaunes. Merci Michel Fréchet. Dernière info pour aujourd'hui, c'est un nouveau code des marchés publics va entrer en vigueur au 1er avril 2019. Entamé il y a 2 ans, la codification des textes régissant la commande publique vient d'être finalisée. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a présenté l'ultime étape de la démarche de rationalisation, dit-il, et de modernisation du droit de la commande publique. Alors, donc, aussi bien dans sa partie législative que dans sa partie réglementaire, mais le décret sera publié en décembre 2018. Rédigé donc sous la houlette de la Commission supérieure de codification, ce code se décompose en 3 parties. D'une part, les règles relatives au sens du droit de l'Union européenne. Deuxièmement, les marchés publics. Et troisièmement, les contrats de concession. Il réunit au total 30 textes utilisés quotidiennement par les acheteurs et les entreprises. Ce code intégrera notamment les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrages publics et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvres privées, la loi relative à la sous-traitance, et le décret de lutte contre les retards de paiement, a précisé la direction des affaires juridiques de Bercy. Ainsi, l'ensemble des dispositifs relatifs au règlement des litiges sera aussi sera mis dans ces textes, afin d'inciter les acteurs à adopter une approche rapide et non contentieuse de leur résolution de leurs différends. Ce code apportera tout de même des modifications, comme sur la définition
de l'offre anormalement basse, des conditions dans lesquelles on peut imposer à un maître d'œuvre de reprendre sa copie ou de diminuer sa rémunération. Il apportera aussi des réponses sur le pouvoir de modification unilatérale du maître d'ouvrage, inscrit tout ça noir sur blanc. Voilà, il y a aussi une conférence annuelle de l'Association des acheteurs publics qui a lieu le 30 novembre. Je vais demander peut-être, ça intéresse beaucoup les entreprises, je vais demander à Alain Mélier peut-être une réaction sur le code et sur la difficulté peut-être d'accéder aux différents marchés publics pour les entreprises. Oui, tout à fait. La manière d'ailleurs dont vous avez évoqué les différentes évolutions à venir du code montre la complexité du code. Et donc important pour les entreprises. À la Fédération des ascenseurs, nous avons énormément de TPE et de PME. Certaines ne vont pas du tout dans le marché public parce que c'est complexe et d'autres se sont spécialisées parce qu'elles ont pris le taureau par les cornes avec une vraie volonté de comprendre l'accès au marché public et la commande publique. Donc il est important effectivement de simplifier au maximum la possibilité pour tous les acteurs d'accéder au marché public. Et puis vous l'avez évoqué aussi, si contentieux il doit y avoir, il faut que ça se passe rapidement, efficacement, au bénéfice pour notre cas des locataires, des propriétaires qui sont peut-être dans ces cas-là sans ascenseur ou à défaut d'exploitation du bâtiment. Et donc il faut vraiment que cet accès au marché public soit facilité. Ici, l'objet de ces nouveaux textes est celui-là, ça sera parfait pour tout le monde. Donc vous reviendrez, si vous voulez bien, une fois que vos services juridiques auront analysé ce nouveau texte, donc après le mois d'avril, si vous voulez bien revenir nous commenter et nous dire si c'est effectivement plus facile qu'avant de pouvoir répondre au marché public. Merci beaucoup en tout cas Alain Mélier. On va tout de suite faire une pause musicale avec notre pépite du jour et j'ai choisi, c'est une Sonny Rollins. Alors là on a 2 minutes pour se recaler si vous voulez. Oui, allez-y. Le problème des marchés publics, c'est la complexité des marchés publics, mais c'est les délais de paiement. Il y a eu une stat qui est sortie la semaine dernière en disant que les délais de paiement avaient encore augmenté dans le public. Donc pour les PME, à des offres. Pardon ? En principe, ils auraient dû réduire. En public, les délais augmentent. J'ai entendu ça sur BFM la semaine dernière. Ah mais je regarderai, tiens, les délais de paiement, je ne vais pas regarder. Il y a des paiements, il oui. y a des délais de validation de la facture. Il y a la complexité du marché, mais après, une PME, elle n'a pas la trésorerie nécessaire. Ouais, de toute façon, c'est pas forcément les institutions de l'État qui sont toujours les meilleurs modèles. Donc ça, c'est sûr. Hein. Enfin, bon, mais en territoire, les institutions territoriales essayent pourtant de... Oui. Mais bon, je ne sais pas à quel niveau ça se situe. Voilà. Parce que moi, je vois que ici, là, dans les territoires, si c'est des commandes du type conseiller départemental, agglomération, ça va plus vite. Hein. Oui. Là, il y a eu des améliorations. Il y a une grosse partie au niveau de l'État. Mais bon, je regarderai. Alors, on va commencer par la loi. On va tout de suite aller rentrer dans la loi Elan, si vous voulez bien. Voilà, qui commence alors, justement ? Vous voulez commencer ? Evelyne, allez, on va donner la parole à une femme, s'il y a 2 hommes qui se sont exprimés. Vous avez le compteur ? Non, je compte pas, mais on va rééquilibrer. L'oreille exercée. Voilà. Allez, on y va ? On y va. Nous sommes de retour au bar de l'économie et vous venez d'entendre Sonny Rollins, tout simplement pour notre pépite musicale du jour. Aujourd'hui, nous parlons loi Elan, bail mobilité, amélioration du logement et blockchain dans l'agriculture. Et pour cela, à mes côtés, j'ai Benjamin Darmouni et Evelyne Vivier qui représentent l'UNIS, Alain Mélier, délégué général de la Fédération des ascenseurs, Michel Fréchet, président de la Confédération générale du logement, et Philippe Lerman, président cofondateur d'Ositrad. Alors tout de suite, la loi Elan, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, combien d'articles représente cette loi Elan qui, au départ, devait être assez simple ? Evelyne Vivier, qu'est-ce que vous en avez retenu de cette loi ? Je vais d'abord rappeler l'objectif, puisque loi Elan, c'est évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Donc c'était un vaste sujet qui a fait l'objet d'un projet de loi qui contenait 65 articles et qui a terminé à 234 articles après que le Conseil constitutionnel en ait annulé 20. Ah oui, donc il y a eu de grosses évolutions entre le projet que vous avez pu présenter sur vos ondes et le texte définitif. Effectivement, j'avais reçu un projet, une présentation du projet assez édulcoré. Ça me semblait pas aussi compliqué que ce que vous avez l'air de dire. Alors, finalement, qu'est-ce que permet ou ne permet pas la loi Elan ?
Alors on peut évoquer le bail mobilité en effet puisque le sujet est de faciliter la mobilité des salariés et en particulier de permettre que s'ils changent de région, ils ne soient pas handicapés par un attachement à un immobilier dont il est compliqué de se séparer. Donc on a fait un nouveau type de bail qui est un bail de logement meublé de courte durée puisqu'il doit avoir 1 à 10 mois et qui concerne des locataires qui justifient soit d'une formation, soit d'études supérieures, soit d'un contrat d'apprentissage, d'un stage, du service civique volontaire, effectivement on avait oublié cet aspect, ou d'une mutation temporaire dans le cadre professionnel. Donc l'idée, c'est que le logement ne soit plus un frein à un changement de région. Donc ça veut dire que on souscrit un contrat de location sur 1 à 10 mois. Ça veut dire qu'on a le droit de le résilier ou on ne peut pas le résilier pendant cette période? Non, la durée est ferme. On peut quand même faire un avenant une fois pendant la durée du bail, dans le cadre de ces 10 mois. En revanche, il y a un certain nombre de formalités qui sont allégées puisque le propriétaire ne peut plus exiger de dépôt de garantie, par exemple. En contrepartie, il y a une couverture par une garantie qui s'appelle Visal, qui est une garantie mutualisée et qui sécurise le propriétaire. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi des indications pour la déclaration fiscale des propriétaires? Ça rentre dans quelle catégorie? Non, ce sont des revenus qui relèvent exactement du... Des revenus fonciers? Oui, ou si le propriétaire est loueur meublé professionnel, par exemple, qu'il est en bénéfices commerciaux, ça relève exactement du même régime, puisqu'en fait, les régimes fiscaux dépendent des déclarations et des recettes des propriétaires et pas de la qualité du locataire. Alors pour vous, c'est facile de l'appliquer, ce bail mobilité? On a encore un certain nombre d'incertitudes puisqu'on est dans le cadre d'un bail type. Le bail de logement de la loi de 89 est un bail type. Pour l'instant, on n'a pas de rédaction particulière, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on va utiliser le bail de 89 et que simplement, on va ajuster la durée, qui n'est pas de 3 ans ou de 6 ans selon qu'on est bailleur physique ou personne morale. Et sinon, on va supprimer la clause de dépôt de garantie. Donc, ça paraît relativement simple à appliquer. Donc, effectivement, c'est plus accessible pour des étudiants, par exemple. Voilà. On aura simplement une vérification des critères pour voir si on entre dans ce cadre. Merci. Alors, bail mobilité, peut-être Michel Fréchet, vous voulez réagir? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du bail mobilité? Ben, écoutez, très franchement, nous n'en pensons pas du bien. Ah bon? Parce que nous estimons qu'il y avait tous les outils pour que des personnes qui voulaient se loger pendant quelques mois puissent le faire. Le bail classique de 3 ans était utilisable. Il suffisait, au bout de, par exemple, si vous voulez rester 6 mois, au bout de 4 mois, par exemple, d'envoyer sa lettre recommandée au bailleur en disant je vais quitter votre appartement. Et c'était tout à fait possible. Oui, parce que les locataires, il faut rappeler, n'ont qu'un mois de préavis à donner. Nous, ce qui nous inquiète aussi, d'abord, désormais, les charges locatives dans ce bail mobilité ne seront plus, comment vous dire, détaillées comme dans un bail normal, c'est-à-dire que les locataires ne pourront pas vérifier leurs charges. Ils auront simplement, il y a de prévu un forfait charge qui englobe l'ensemble des charges, mais sans possibilité pour les locataires de regarder les différents postes de charge. Et ça, c'est un vrai problème parce que nous pensons qu'il risque d'y avoir des dérives à ce niveau-là. Des dérives, on en voit déjà actuellement avec des baux normaux et on se dit qu'avec le bail mobilité, ça ne va pas améliorer les choses. La deuxième chose que je voudrais dire sur le bail mobilité, c'est que notre inquiétude, c'est qu'un certain nombre de baux classiques glissent tout doucement vers le bail mobilité, c'est-à-dire qu'un certain nombre de bailleurs vont se dire bien je vais faire un bail mobilité, ce sera plus intéressant pour moi. Au moins quand un locataire ne me conviendra pas, je sais que ça ne durera que 6 mois, 8 mois, 10 mois. Donc, par conséquent, je peux le supporter pendant ces quelques mois et après, je pourrai m'en débarrasser sans problème. Alors qu'actuellement, pour se débarrasser d'un locataire qui ne plaît pas à un bailleur, par exemple parce qu'il est trop regardant sur les charges locatives, eh bien, le bailleur ne peut pas s'en débarrasser comme il veut. Et ça, c'est notre grosse inquiétude parce qu'on pense qu'il va y avoir, il y a le risque que sur le marché, de la location, un certain nombre de baux classiques glissent, ou du moins un certain nombre de biens glissent
sous le régime du bail mobilité. Sous ce bail. Vous pensez que c'est un risque, donc l'avenir nous le dira. On va demander à l'UNIS ce qu'ils en pensent. Evelyne Vivier. Oui, je voulais dire que le choix du bail mobilité va revenir au locataire en fait, puisque quand on publie une offre de logement avec un prix de loyer et un prix de charge. C'est le locataire qui va venir nous voir, je parle de nous les professionnels, puisqu'il y a quand même énormément de particuliers qui louent en direct et dont nous savons qu'ils ne respectent pas toujours la réglementation. Mais quand il va venir nous voir, il aura une annonce qui indiquera un prix de loyer et un prix de charge réel. Donc on ne pourra pas, à ce moment-là, lorsqu'il nous dira « je suis en mutation, je veux un bail de 6 mois », on ne pourra pas lui dire « bon, tout compte fait, au réel, les charges, c'est 100, et au forfait, c'est 150 ». Donc ce risque, je ne le vois pas beaucoup. Et moi, il me semblait qu'en plus, les agences demandaient les anciennes charges des précédents occupants pour avoir une idée. Donc est-ce que ça, c'est toujours en vigueur actuellement? Benjamin Darmouni. Oui, c'est toujours en vigueur pour les baux de loi de 89. Effectivement, pour le bail mobilité, cela n'a pas été évoqué. Moi, je pense qu'il faut quand même, malgré tout, être réaliste. On veut de la souplesse, mais on veut tout savoir. Nous, on est pour la transparence. On accompagne des milliers de professionnels qui, en continu, ouvrent leurs portes aux locataires, aux copropriétaires et qui n'ont finalement rien à cacher. On essaye, dans la mesure du possible, de trouver des solutions pour les occupants, pour les locataires. Et ce bail mobilité, il n'amusera pas forcément les professionnels. Pour une bonne et simple raison, c'est que nous, lorsqu'on fait un bail et lorsqu'on loue au bon prix, eh bien, les locataires restent longtemps dans les lieux. Le fait qu'il y ait un va-et-vient dans les appartements, n'est pas l'un de nos objectifs premiers. Je voulais rappeler ça dans un premier temps. Bon, ça c'est sûr, mais de toute façon, les abus, il y en a toujours, il y en aura toujours eu, mais les abus peuvent être des deux côtés. Ça peut être aussi du côté du locataire, qui par exemple laisse couler l'eau, je sais pas moi, ou laisse la lumière allumée tout le temps. Quand on parle, je pense aux charges, puisque Michel Fréchet, vous avez insisté sur les charges. S'il laisse couler l'eau ou qu'il laisse allumer de la lumière, c'est lui qui paiera. Oui, voilà, non mais justement, dans un bail mobilité, si les charges sont fixes, on fait comment? On rêverait à ce qu'il y ait des compteurs d'eau dans tous les appartements, malheureusement. Et comme on l'a très justement dit, ça sera des charges forfaitaires par définition. C'est pas lui qui paiera, c'est les charges. Puis si on reçoit l'indice après le départ du locataire, soit 10 mois, et tout va très vite, sachez que c'est pas lui qui paiera. La deuxième chose que je voulais vous évoquer, c'est Michel évoque le terme de débarrasser du locataire. Mais on n'est pas dans ce cadre-là. En tout cas, les professionnels ne sont pas dans ce cadre. Nous, on travaille main dans la main entre les professionnels, les occupants, les copropriétaires, dans notre travail au jour le jour. Et les associations. Et les associations, évidemment. On se côtoie toute la journée. Dans l'intérêt de qui? Des occupants. Et c'est vrai que moi, j'essaye de voir l'avenir différemment et de prendre les côtés positifs de cette nouvelle loi. On peut toujours critiquer. Maintenant, c'est pas facile de faire. C'est beaucoup plus facile de ne rien faire. Ça, c'est vrai. Evelyne Vivier. Oui, juste un dernier mot. Vous imaginez un bail qui aura une durée d'1 mois ou de 2 mois, où il faudra faire un décompte de charges réelles avec des prorata temporis quand on est dans des copropriétés où on n'est pas le syndic, où il faut attendre le compte du syndic, donc la charge forfaitaire. Pour moi, c'est une simplification. Et encore une fois, l'annonce qui donnera le montant des charges réelles cadrera le prix. Je ne pense pas qu'il y ait d'abus. En tout cas, je ne pense pas chez nous, et ce n'est pas du tout l'esprit de ce que nos confrères nous disent. De toute façon, enfin, je ne sais pas, mais pour un propriétaire, c'est compliqué aussi d'avoir tout le temps un changement de locataire. Ça prend du temps, etc. C'est peut-être pas ce qu'il souhaite non plus, je ne sais pas. Michel Fréchet. Non, effectivement, comme ça vient d'être dit, un propriétaire bailleur, lui, a intérêt à conserver son locataire et a intérêt à avoir de bonnes relations avec lui. Je précise d'ailleurs à ce sujet que dans ce que l'on voit, la très grande majorité des locataires comme des propriétaires s'entendent à peu près correctement. Néanmoins, il existe une minorité, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein, là-dessus je n'ai
aucun blocage, si vous voulez. D'un côté comme de l'autre, il y a des abus. Nous, on a plutôt tendance à voir les abus plutôt que ce qui va bien, parce que les gens viennent nous voir quand ils se sont fait Quand ça ne va avoir, pas, bien sûr. j'emploie le mot à dessein, quand ils se sont fait avoir par leurs bailleurs, tout comme j'imagine que les bailleurs de leur côté vont voir une fédération quand ils ont des problèmes avec le locataire. Alors, s'en débarrasser, je maintiens le terme parce que pour un certain nombre de propriétaires bailleurs, l'idée de se débarrasser de leurs locataires est bien réelle, notamment quand ils ont affaire à des locataires qui sont un peu trop contestataires, un peu trop regardants vis-à-vis des charges hautes, ce qui est des droits. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Mais globalement, nous ne pensons pas que ce bail mobilité soit un progrès dans les rapports locatifs. D'ailleurs, à l'origine, si mes souvenirs sont exacts, les fédérations de bailleurs n'étaient pas favorables à ce bail mobilité. Il y en a même plusieurs qui disaient carrément qu'elles étaient contre. Faut le rappeler, ça. Oui, non, mais on est assez d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas besoin de bail spécial. Alors on peut peut-être avancer un peu et parler d'un autre contrat qui existe dans la loi Elan, qui là est assez novateur, c'est le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire. Donc là, ce n'est pas un bail à proprement parler, c'est une autorisation qui est donnée à une personne de plus de 60 ans, qui peut d'ailleurs être propriétaire aussi, pas seulement locataire, de donner en sous-location ou en location, selon son statut, à une personne de moins de 30 ans, moyennant une contrepartie financière modeste. Alors j'emploie les termes qui sont utilisés. Bien évidemment, il faudra définir ce que veut dire modeste, parce que moi, en tant que juriste, je suis toujours frappée qu'on emploie dans des lois des termes de cette nature, puisque ça n'a pas de définition juridique. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de montant dans la loi, en fait. Voilà. Modeste. Alors, on peut imaginer que peut-être un jour, la jurisprudence dira qu'en pourcentage d'un loyer principal, voilà. Pour l'instant, on n'a pas cette information. La simplification qui est faite, c'est que le locataire âgé de plus de 60 ans devra simplement informer son bailleur de son intention de louer, de sous-louer à une personne de moins de 30 ans. L'idée qui sous-tendait cela, c'est de développer d'abord, d'augmenter le nombre de logements disponibles, puisque une personne d'un certain âge peut avoir un logement qui correspondait à une ancienne situation familiale et se retrouver aujourd'hui... Par exemple, vous voulez dire, voilà, une personne seule dans un grand appartement parce que les enfants sont partis, par exemple. Ce qu'on trouve moins sans doute dans le parc privé, qu'on trouve, je crois, un peu plus dans le parc social, mais je parle sous le contrôle de notre ami. L'idée aussi, c'est de créer une solidarité, comme son nom l'indique, intergénérationnelle, et de peut-être avoir un échange de services. Voilà. Est-ce que ça, c'est demandé par... est-ce qu'il y a une demande pour le moment? Alors, qui veut répondre? Benjamin Darmouni. Oui, avec plaisir. Sincèrement, c'est un peu sorti du chapeau. Alors là, moi, quand j'ai vu le projet... Moi, je sais pas, ça me fait penser à Airbnb. En commun intergénérationnel, je suis évidemment pour. 60-25, je sais pas. Je sais pas vous dire. Est-ce que ça aura un impact néfaste sur nos clients qui nous diront globalement, vous ne louez plus au-dessus de 60 ans, ce qui serait catastrophique? Est-ce que certains ont commencé à dire ça? Non, quand même pas. Non, parce que personne n'a encore lu la loi, ça date du 24 novembre, donc globalement, ils n'ont pas encore eu le temps. Puis pour tout vous dire, on n'a pas encore envoyé des textes à nos clients, mais ça va venir. Donc le débat, c'est de se dire, il ne faut pas que ce soit l'effet inverse. Parce que pour les locataires qui sont en place, ça fonctionne. Pour les futurs locataires, les futurs locataires de plus de 60 ans avec cette disposition, ben, je ne voudrais pas que ça pose de problème. Voilà. Et ça pourrait être un phénomène qu'on pourrait voir apparaître. Parce que la réalité, c'est qu'ils n'ont pas, été jusqu'au bout de la démonstration, qui est de dire, au départ de la locataire en titre, que se passe-t-il?
puisque la personne, par définition, et juridiquement, a vécu dans les lieux. Donc, comment elle est rattachée juridiquement à l'appartement. Mais ça n'est pas prévu dans la loi. Qui donc, si, comme vous dites, si la locataire en titre est sous-loup, alors qu'advient-il des sous-locataires? Est-ce qu'ils doivent partir aussi? Alors, on n'a pas la réponse, on attend juste un arrêté qui va être une charte de cohabitation intergénérationnelle solidaire. Et si vous voulez, on commençait ce débat en disant il y a 234 articles. On a quand même l'impression, comme l'a dit Benjamin, que les choses sortent du chapeau, que quelqu'un a une idée, il y a un amendement, mais on ne comprend pas, déjà parce que c'est une loi un peu fourre-tout, puisqu'on parle d'aménagement, de logement, de numérique. Au départ, c'était pour favoriser le numérique dans les logements et notamment dans les immeubles collectifs. Voilà. On s'aperçoit que sur le numérique, il y a assez peu de choses, on va y venir, mais on n'a pas compris d'où venait ce contrat. Et puis, on est dans des vœux pieux, enfin, on est dans des belles idées, mais on n'est pas encore dans l'application pratique. On se demande comment ça va se passer, et en particulier, le jour où la personne âgée disparaît, quelle est la situation juridique? Michel Fréchet, vous voulez réagir, j'imagine? Oui, pour ajouter des choses à ce qui vient d'être dit, parce que globalement, je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre. Néanmoins, cette colocation, c'est une forme de colocation finalement, c'est quand même dans l'air du temps. On voit se développer des phénomènes où des personnes âgées accueillent chez elles, alors c'est encore très minoritaire, mais ça existe, accueillent chez elles des jeunes. C'est un moyen pour elles d'avoir quelqu'un pour s'occuper d'elles lorsqu'elles ont besoin d'aller faire leurs courses ou le soir lorsqu'elles sont seules. C'est vrai, ça existe. L'idée est très séduisante, il faut dire. L'idée est séduisante. On verra comment ça fonctionne. Mais juridiquement, ça me semble difficile, effectivement, pour l'instant. Il faudra voir juridiquement comment les choses pourront, on va dire, se mettre en place. Ça va être compliqué. Et pas plus tard que cette semaine, puisque je suis membre d'une commission d'attribution de logement dans le secteur social, on a eu l'occasion de parler de ce bail, j'allais dire de ce contrat, en fait, que j'ai envie d'appeler intergénérationnel. De la colocation, mais c'est pas vraiment de la colocation, c'est quelque chose. Un contrat intergénérationnel, ça s'appelle. Comme vous le dites. Et dans le secteur du logement social, qui risque d'être le secteur le plus impacté par ce nouveau bail, les personnes qui étaient autour de la table, qui faisaient partie du personnel de la société, me disaient mais on ne sait pas comment on va pouvoir concrètement mettre ça en place, parce que ça posait un certain nombre de problèmes, pas uniquement juridiques d'ailleurs, mais ça posait un certain nombre de problèmes. Elles ne savaient pas, elles ne disposaient d'aucune lecture claire de la loi. Alors effectivement, il faut attendre notamment la sortie de décret d'application, il faut voir ce que va donner cette sorte de contrat entre les personnes, mais elle me disait, ces personnes, ces professionnels membres de la commission d'attribution, que dans l'immédiat, ce genre de choses, elles ne le feraient pas dans le logement social parce qu'elles ne disposent pas des outils pour mettre tout ça en place. Benjamin d'Harmonie. C'est quand même incroyable. J'ai du mal à entendre ça. On parle du logement social. On parle d'une loi qui est faite pour tous. Et ils ne se renseignent pas dans leur rang. Il y a un moment, je ne peux pas le concevoir. J'ai beaucoup de mal. Je ne comprends pas qu'ils ne sont pas allés voir les responsables en charge des logements sociaux pour leur dire est-ce que déjà chez nous, cela peut être mis en place. Parce que si ce n'est pas possible chez eux, comment c'est possible chez les autres? C'est toujours le même problème. Est-ce que j'aimerais faire à l'autre que je ne suis pas capable de... Donc vous voulez dire que cet aspect de la loi n'a pas été concerté? En fait, c'est ça que vous voulez dire. Et ça, vous voulez le dire ça aussi, vous aussi, Michel Fréchet? Excusez-moi Michel, juste un dernier point. Les ressources, on parle du logement social. On sait tous que pour qu'un logement social soit attribué à quelqu'un, c'est une question de ressources. C'est une question de ressources et de toute façon, quelqu'un qui n'a pas de revenus n'aura pas le droit non plus à un logement social. Donc, on a une personne de plus de 60 ans qui accueille un jeune de moins de 30 ans à qui on ne demande aucun renseignement personnel, en tout cas sur le papier à aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut avoir, à l'inverse, vous parliez des extrêmes tout à l'heure,
Lorsqu'on parle des abus, donc on est bien d'accord qu'on évoque les extrêmes. Moi, c'est la porte ouverte, à mon sens, à un grand nombre d'abus. Bien sûr. Oui, ce que Donc je ça voulais fait peur. dire, En fait, on comprend que ça fait peur, ce contrat très peu de choses. intergénérationnel. Oui. J'ai oublié ce que Moi, je vous propose qu'on fasse une petite pause dire. musicale et on revient tout de Oui, suite non, dans une non, minute non. avec vous. On va écouter Joss Groban et on revient parler logement et amélioration de l'habitat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur la loi Elan sur quoi vous vouliez Quels sont les autres Alors, points le numérique, vous Parce parlez qu'il faut du- qu'on avance. Voilà, le numérique, il y a assez peu de choses finalement. Parce que je vois qu'il Il va y retourne. avoir- Je vais sur la copropriété. Oui, on va enchaîner peut-être un peu sur la copropriété. Parce qu'après, je voudrais... Si, Il il faut y a qu'on eu dise- concertation, sauf qu'il n'écoute pas. Oui, voilà. Ah d'accord. Ah oui. Ça faut le dire. Ah, c'est ce que je voulais dire. Oui, Ah, non, bah, vous inquiétez pas, je vais vous repasser la Ouais. parole. Non, parce qu'il Il ne reçoit. n'y a pas la loi logement, il y a la fin du 100% accessible. La quoi La fin du 100% accessible et du logement soi-disant évolutif. Vous pouvez en parler de Ah ça oui. D'accord. Euh, Alors, oui, attendez. effectivement, on peut dire sur le numérique, il n'y a pas grand-chose. Il y a le carnet numérique du logement, donc on va faire une espèce de fiche numérique qui va suivre. Et puis, il y a le bail numérique, donc qui vont labelliser des plateformes pour s'assurer que tout le monde respecte le bail type. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire le bail sur un bout de papier. Ah oui, Voilà. bail numérique, carnet de... Carnet numérique du logement. Numérique C'est du une logement. espèce de D'accord, et vous m'avez Le dit logement évolutif. le logement évolutif. Et moi, la concertation. D'accord. Mon idée parfaitement. Un dernier point, la lutte contre les marchands de sommeil. Ah oui. D'accord. Ça, pour moi, c'est un des points importants. Positif. Oui, oui, oui. Il y a quand même la remise en cause complète, c'est peut-être, selon moi, l'aspect le plus important de cette loi du secteur HLM. hein. Oui, Pardon ? on ne connaît pas. Il y a la remise en cause complète du secteur HLM. hein. Ça, c'est un Oui, changement. mais je voulais vous en total parler. de Oui, oui, modèle. vous faites bien parce que je l'avais noté dans les points à vous poser comme question et j'allais Selon l'oublier. moi, c'est la chose la plus importante de la Oui, loi. oui, oui. C'est vrai. Bah, c'est surtout la remontée de capitaux, en fait. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est ça. À la remontée de capitaux, oui, ils ont prévu de... Ok, bah, on a encore beaucoup de choses à dire parce qu'après, il faut que, à l'Amélie, il faut qu'on parle des entrepreneurs. On y retourne tout de suite. Aujourd'hui, nous parlons loi Elan, nous décryptons une partie de la loi Elan parce qu'elle est tellement vaste qu'on ne va pas pouvoir tout décrypter aujourd'hui. Pour ça, je suis en compagnie de Benjamin Darmouni et d'Evelyne Vivier, représentant l'UNIS, le syndicat de l'immobilier, d'Alain Mélier, délégué général de la Fédération des ascenseurs, de Michel Fréchet, président de la Confédération générale du logement, et de Philippe Lerman, cofondateur d'Ositrad. Alors, on parlait justement de ce nouveau contrat, soi-disant intergénérationnel. On se demandait si ce nouveau texte dans la loi avait été fait en concertation, et notamment avec vous, Michel Fréchet. Oh, pas qu'avec nous, avec tous les acteurs du logement. Ben voilà. Alors, j'entendais autour de la table qu'il n'y a pas de concertation. J'ai envie de dire de manière humoristique, si, il y a de la concertation. On est régulièrement reçu par les ministres. La manière dont on est reçu est plutôt sympathique. hein. On a droit au café, on a droit à un certain nombre d'autres choses. Non, c'est vraiment sympathique. Et ils nous écoutent. Et quand ils sont en face de nous, ils nous disent oui, je les vois s'exciter sur leurs feuilles à noter des choses. Mais le problème, c'est que, quelque temps après, quand on regarde ce qu'ils sortent comme décrets, comme lois, etc., eh bien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, C'est-à-dire c'est pas concret, en fait. Ils nous écoutent, Voilà. mais ils ne nous entendent pas, Voilà. et ils ne tiennent compte, du moins c'est l'impression que nous avons, et il n'y a pas que chez nous, à la Confédération Générale du Logement, qu'on a cette impression. Du côté des professionnels de l'immobilier, dans le secteur du logement social, même chose, Apparemment, et dans le secteur du logement privé aussi, c'est-à-dire qu'on reçoit les gens, mais on ne tient pas compte de ce qu'ils peuvent dire. Apparemment, C'est Evelyne la Vivier est d'accord avec vous, puisqu'elle hoche la tête. Ce gouvernement. Et Donc c'est on ne vous assez entend pas. inquiétant. On vous écoute, mais on Oui, ne vous voilà. entend pas. Et du coup, cette mesure, ce fameux contrat intergénérationnel n'est pas concret et sera difficilement mis en application. Bon, on va avancer quand même dans la loi parce qu'il y a d'autres choses, bien sûr. Dans la loi, on a parlé du bail mobilité. Alors parlons un petit peu du carnet numérique, du bail numérique. Et puis ensuite, on parlera du logement évolutif. Tout d'abord, le bail et carnet numérique, qu'est-ce que c'est, Evelyne Vivier ? Oui, donc l'objectif de la loi était effectivement de faire évoluer le numérique. En fait, il y a assez peu de choses. Il y a un carnet numérique du logement. Donc c'est ce que l'on connaît, par exemple, sur le diagnostic des immeubles, puisque maintenant on doit faire un diagnostic technique général. Donc cette espèce de fiche
technique qui va suivre le logement et qui va suivre le logement s'il change de propriétaire, par exemple, et qui pourra être communiqué. Donc on saura que le chauffage a 10 ans, que l'électricité a été refaite en telle année, voilà. Et la deuxième chose, c'est le bail numérique, c'est-à-dire qu'on va labelliser des prestataires informatiques pour qu'ils, soit pour des particuliers, soit les prestataires informatiques des professionnels, qu'ils insèrent dans leur plateforme ces beaux types, puisqu'on est maintenant de plus en plus dans le cadre de beaux types, notamment c'est le cadre de la loi de 89, où on n'a pas de faculté de rédaction. Le contrat qui était autrefois la loi des parties, aujourd'hui est un contrat cadre. Et donc, ces plateformes vont être les seules à pouvoir mettre en ligne le bail d'habitation que les uns et les autres utiliseront. Alors, donc ça veut dire qu'on n'aura plus le droit de faire de bail indépendamment, chacun dans son coin, c'est ça? Oui, c'est ça. D'ores et déjà, vous avez un modèle de bail. On doit prendre le modèle type. Voilà, vous avez un modèle de contrat de syndic. De plus en plus, on ferme la porte à une négociation contractuelle et comme le disait Michel, on ferme même la porte à une négociation entre acteurs parce que les associations de consommateurs ont un certain nombre de points de vue partagés avec les organisations professionnelles qui représentent les professionnels de l'immobilier. Et dans un domaine où, un peu comme dans l'entreprise, il pourrait y avoir une négociation contractuelle, tous les acteurs sont exclus et c'est l'État qui en fait décide. Merci pour ces précisions, Evelyne Vivier. On va avancer dans le sujet sur cette loi Elan. On va parler maintenant du logement évolutif. Alain Mélier, alors qu'est-ce que vous avez retenu, vous? Qu'est-ce que c'est pour vous le logement évolutif? Alors c'est une très bonne question. Comme on a parlé de l'intergénérationnel tout à l'heure, le logement évolutif, ça reste à définir. Alors c'est une bonne vision, une belle vision. On avait auparavant une loi issue de 2005 sur le handicap qui disait 100% de logements accessibles. Or, ce logement accessible, les promoteurs ont dit que ça coûte cher parce qu'il faut faire des salles de bain qui sont beaucoup trop grandes, qui sont des salles de bal, des circulations qui sont beaucoup trop larges. Donc ça coûte cher par rapport à notre objectif de vente de biens immobiliers, ce qui peut s'entendre et c'est leur propos et leur démarche. Mais le 100% accessible, il est lié dans le décret d'application à la présence ou pas d'ascenseur. Donc aujourd'hui en France, l'ascenseur est obligatoire à compter du 4e. C'est un des pays les moins exigeants en Europe. La Tchéquie, la Hongrie, la France. Donc là, c'était l'exigence-là. Tous les autres ont des exigences plus faibles, 3e ou 2e. Et ce 100% accessible a peut-être eu des contraintes. En tout cas, ça a généré le fait que depuis 10 ans maintenant, alors qu'il y a 10 ans, on faisait 2/3 des logements neufs livrés avec ascenseur, aujourd'hui, on ne fait plus qu'un tiers. Plus qu'un tiers? Plus qu'un tiers des logements livrés neufs avec ascenseur. Ce qui veut dire que demain, alors qu'on parle d'intergénérationnel, de maintien à domicile, d'accessibilité, eh ben, on est en train de construire à l'envers. C'est-à-dire qu'on veut faire l'hospitalisation à domicile, on veut rester chez soi. 80% des Français veulent rester chez eux lorsqu'ils vont vieillir, quitte à adapter le logement. On livre de moins en moins. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que d'un côté, on revient à la loi Elan, on veut plus d'intergénérationnel, plus de mobilité finalement, mais de l'autre, on publie des articles pour dire qu'il n'y a plus qu'un tiers de logements qui sont équipés d'ascenseurs. C'est le constat fait aujourd'hui. C'est le constat. Pour défaire ce lien entre ascenseur et logement accessible, le législateur a proposé le logement évolutif et c'est arrivé après la commission mixte paritaire, 20% de logements accessibles et 80% de logements évolutifs. Mais un logement évolutif, c'est-à-dire je pourrais adapter mon logement, il reste à définir dans le décret qui paiera ces évolutions, comment seront faites ces mises à jour des logements évolutifs et réadaptés. Et puis surtout un logement évolutif, quand le bâtiment n'est pas évolutif, ça n'existe pas. Un logement nulle part, ça n'existe pas, à moins de mettre une corde à nœud pour accéder au logement évolutif, et il va falloir avoir des ascenseurs pour accéder à ce logement. Et donc vous trouvez que c'est de plus en plus difficile, enfin en tant que chef d'entreprise, vous trouvez que c'est plus difficile pour négocier la pose d'ascenseur avec les promoteurs immobiliers? Alors les promoteurs ont deux réponses paradoxales, en disant il y a du coût, non pas le coût lui-même de l'ascenseur, parce qu'il y a une valorisation immobilière du logement lorsqu'il y a un ascenseur, mais le coût de l'accessibilité du logement. Et puis à côté de ça, le constat est fait qu'ils livrent de moins en moins de logements avec ascenseur. Mais c'est aussi un choix qui est porté par les élus locaux, c'est important. Les zones de construction avec des immeubles à 2-3 niveaux ou un 3e avec duplex pour éviter l'ascenseur qui arrive au 4e, ce sont des décisions des élus locaux principalement, un peu pour avoir la paix dans le village. Mais la conséquence, c'est qu'on va étendre les zones, on revient aux gilets jaunes,
et donc on étale les villes et donc on évite de faire une concentration urbaine utile pour tous demain. Alors, si on veut bien enfermer les Français demain dans une solution où dans 20 ans, dans 30 ans, ils ne pourront plus rester chez eux lorsqu'ils vont vieillir. ce que vous venez de nous dire, c'est qu'en fait, on construit moins haut. Pour éviter de poser des ascenseurs, on fait que 3 étages. C'est bien ça que vous nous dites. Alors on construit moins haut, non pas pour éviter de poser des ascenseurs, pour éviter de faire du logement accessible qui est lié à l'ascenseur. Et quand le ministre dit la solution c'est le logement évolutif ne sera possible que s'il y a un ascenseur. C'est pour ça que le Premier ministre a eu une décision politique au mois de septembre en disant nous allons faire l'obligation d'ascenseur dès le 3e. Mais quand j'entends les rumeurs que j'ai de la part des associations sur la capacité de l'administration à ne pas respecter l'engagement du Premier ministre, c'est très inquiétant. Alors justement, continuons avec vous un petit peu les professionnels, les fabricants, les industriels, je voulais dire, de tous les ascensoristes et puis autres types de mobilité, élévateurs domestiques, monte-escalier. Vous avez fait des trophées là récemment. Donc 6 lauréats, parlez-nous un petit peu des lauréats et des avancées pourquoi est-ce qu'ils ont été récompensés. Alors, l'objectif de ces trophées, c'est d'abord de mettre en perspective le fait que ce bien ascenseur, cet objet ascenseur, on l'utilise tous les jours au quotidien. C'est dans la litanie du métro boulot dodo, on devrait rajouter l'ascenseur parce qu'on y passe tous les jours sans y faire attention. C'est un moyen de transport public gratuit dans son première utilisation. Il y a quelqu'un qui paye un moment des charges, mais c'est un moment, tout le monde peut l'utiliser sans avoir de ticket à prendre. Et on avait créé, il y a 4 ans, on a eu cette idée il y a 4 ans de créer ces trophées d'ascenseur pour mettre en avant non pas l'ascensoriste lui-même ou le produit lui-même, mais le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage qui avait une solution, une problématique particulière et sur lequel l'ascensoriste l'a aidé à trouver une solution. On a des trophées autour du développement durable, on a des trophées autour de l'accessibilité, autour de l'aménagement du logement. Donc ce sont des thématiques sur lesquelles les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage ont besoin de trouver des solutions. Et je vais vous donner quelques exemples. Sur une des mairies de Paris, d'un arrondissement de Paris, la crèche de l'arrondissement, eh bien l'accès de l'ascenseur, il fallait déjà monter une dizaine de marches avant d'avoir accès à l'ascenseur. Donc les mamans qui arrivent, ou les papas, qui arrivent avec leur poussette le matin, c'est compliqué. Pas l'idéal. C'est pas adapté. Donc l'objet là du trophée, c'était de reconnaître une solution. On a tout simplement réinversé avec la mairie de Paris et l'architecte l'accès à l'ascenseur, c'est un accès rue de l'ascenseur du bois. Donc ce sont des solutions toutes simples, mais sur lesquelles il faut un moment que le maître d'ouvrage, maître d'œuvre s'investisse. C'est aussi le cas de création. On a eu un trophée d'adaptation du logement cette année sur la création d'un ascenseur en bâtiment existant. Les bâtiments anciens permettent cette adaptation du bâtiment au fil du temps. Les bâtiments qu'on construit aujourd'hui ne le permettront pas. Je reboucle avec mon sujet précédent. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les bâtiments anciens, on peut adapter souvent un ascenseur, mais dans les nouvelles constructions, on ne pourra même pas... Les constructions depuis les années 80-90, on ne peut pas. C'est une problématique légitime de la part des promoteurs. Le coût du foncier est important, donc on rentabilise le mètre carré. Oui, mais dans vos trophées, là, il y en a un, j'ai vu, il y en a un qui est spécialisé en ascenseur extérieur. Ça peut être une solution. Oui, il y a des solutions. Et heureusement, il y a des solutions, tout à fait. Mais il faut que l'espace soit réservé à l'origine pour pouvoir faire... donc c'est pour ça que nous, on milite sur le bâtiment évolutif, où il y a un espace réservé, y compris en extérieur, sur lequel on peut avoir 2 mètres carrés de réservé et faire tomber facilement sans avoir de fluide à dévoyer. Donc c'est prévu dès la construction. Il suffit de 2 mètres carrés pour créer un ascenseur ? Un espace où il est disponible pour ascenseur, oui. Là, on est dans l'ascenseur 100% accessible, conforme aux règles d'usage aujourd'hui. Parce que la technologie des ascenseurs a beaucoup évolué. Maintenant, on peut faire des parois très minces. J'ai noté, les moteurs peuvent être dans les murs. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut s'exprimer. C'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, poussé par la problématique du foncier, d'abord, les promoteurs nous ont demandé de rentabiliser l'espace. Donc, effectivement, aujourd'hui, dans un premier temps, ça a été il y a une vingtaine d'années, il n'y a plus d'édicules sur les toits terrasses. Il n'y a plus d'accès par une machinerie en toit terrasse. La machinerie était intégrée, non pas dans les murs, mais dans la gaine de l'ascenseur, dans la partie où l'ascenseur se déplace. Et puis, ce qu'on appelle l'armoire de commande, la partie électronique, est sur le dernier palier, souvent dans une armoire réservée, fermée à cet effet. Et puis, petit à petit, on a aussi pu effectivement avoir des matériaux plus légers, moins d'encombrement, avoir un espace sur ces 2 mètres carrés qui permettent de prendre de rendre plus d'usage à l'utilisateur. Dans un des trophées qu'on a eu sur Paris, c'était un ascenseur qui représentait un ascenseur pour 4 personnes, remplacé. Le même espace, mais on fait aujourd'hui un ascenseur de 8 personnes. Alors, dans la catégorie de développement durable, quelles sont les avancées ? Parce que vous avez récompensé le groupe ThyssenKrupp. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans la catégorie environnement et développement durable ? A été récompensé effectivement dans la catégorie environnement et développement durable
Le projet Village Nature qui se situe au-dessus de Disney, géographiquement, et c'est un village à la fois copiloté par Disney et Center Park, je crois, et ces 35 ascenseurs qui ont été qui sont considérés qui sont des ascenseurs dits écologiques, c'est-à-dire qu'avec une très très faible consommation électrique, avec une capacité selon les solutions installées à renvoyer l'énergie non utilisée dans le reste du bâtiment, toutes ces solutions à adapter la consommation en fonction du nombre de personnes et non pas d'avoir une consommation standard. Et aujourd'hui, dans l'innovation et le développement durable, on a aussi des ascenseurs qu'on appelle dans la profession 0 kWh, c'est-à-dire qu'ils utilisent des panneaux solaires que le propriétaire a pu mettre en place. Donc on partage l'électricité en fait. On fonctionne avec du 220 volts et puis du 380, donc c'est moins cher aussi sur la facture d'électricité. Et puis on va utiliser des batteries qui vont garder l'énergie lorsque l'alimentation directe par panneau n'est plus utilisée. Et ça, c'est une tendance générale dans les bureaux d'études. L'ensemble des fabricants, des bureaux d'études, recherche et développement, des 6 principaux acteurs qui font de la conception, construction, installation, sont dans ces démarches d'économie maximum d'énergie d'ascenseur. Vous rénovez un ascenseur des années 70, vous allez consommer 5 fois moins d'électricité qu'aujourd'hui. Donc là, avec les solutions nouvelles mises en place. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, Alain Mélier. On va tout de suite faire une nouvelle pause, je vous propose, avec la chronique cette fois. C'est une pause en parole avec la chronique Le secret de cuisine de Bruno Vigoureux. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se faire un bon plat d'automne, un bon plat du dimanche après-midi qui se fait pour déguster quand dehors la pluie tombe. Ça sera le cas dimanche. C'est une recette simple que j'ai faite il y a un petit moment, mais qui est vraiment savoureuse. Je l'ai trouvée dans le livre Tour au bûchon, du grand chef qui nous a quittés cette année. On va faire une pintade au chou pour 4 personnes. Moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas où Florence, mais moi, la pintade, c'est sûrement ma volaille préférée. Il faut compter 10 minutes de préparation et 50 minutes de cuisson. Vous avez besoin donc d'une pintade, 2 feuilles d'un demi-chou, une carotte, 2 oignons nouveaux, de la graisse d'oie ou de canard, 50 g de lardon, 2 gousses d'ail, une feuille de laurier, une brindille de thym frais, 20 centilitres de bouillon de volaille ou un bouillon cube, du sel et du poivre. Et pour cette recette, vous aurez besoin d'une cocotte, d'une poêle et d'un plat à four. Pour commencer, vous demandez à votre volailler de couper la pintade en 4. Ensuite, vous la sortez du réfrigérateur un petit peu à la cuisse. Vous préchauffez le four à 80, thermostat 6. Vous écrasez les gousses d'ail non pelées avec la paume de la main ou la lame d'un couteau. Vous rassez le thym et le laurier. Vous pelez et lavez la carotte et vous la coupez en rondelles de 3 mm d'épaisseur environ. Vous épluchez les oignons, vous faites chauffer une cuillère à soupe de graisse d'oie ou de canard dans une cocotte. Vous faites revenir 5 minutes à feu doux en remuant avec une spatule les lardons, les oignons, les rondelles de carottes et les gousses d'ail. Vous ajoutez les feuilles de chou que vous avez avant blanchies, c'est-à-dire vous les passez dans de l'eau bouillante quelques secondes avant de les plonger ensuite dans de l'eau bien froide, ou vous pouvez mettre des glaçons dans l'eau. Ceci afin de stopper la cuisson et de garder une belle couleur verte aux feuilles. Vous ajoutez le laurier et le thym. Sur une assiette, vous salez et poivrez les morceaux de pintade côté peau. Dans une sauteuse ou une poêle, vous faites chauffer une cuillère à café de graisse d'oie ou de canard. Vous posez les quarts de pintade côté peau dessous. Vous faites colorer 3 minutes, puis vous les retournez dans tous les sens avec une cuillère en bois pour 3 minutes à chaque fois. Vous posez la patate sur les légumes dans la cocotte. Vous ajoutez le bouillon de volaille ou 20 centilitres d'eau ou le bouillon cube. Vous mettez le couvercle et vous mettez au four pendant 35 minutes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ce serait vraiment bête de passer à côté d'un plat aussi simple que succulent. Pour accompagner ce plat, Philippe... Voilà, j'allais vous demander. Oui, je sais que je suis attendu là-dessus, ce qui m'arrive d'oublier quelquefois, pas plus d'une fois par semaine. Pour accompagner ce plat, vous pouvez prendre un côte de Provence à boire avec modération. Bon appétit et à la semaine prochaine. Et puis je vous retrouve à 13h30 dans l'émission Sport en Val d'Oise où on parlera de cyclotourisme. À très vite. Merci beaucoup Bruno et en tout cas à lundi pour le sport. Absolument. Ou à cet après-midi pour votre émission spéciale. Allez, on est de nouveau au bar de l'économie. Deuxième sujet du jour, c'est donc notre start-up. C'est très intéressant. Philippe Lerman, vous avez cofondé Ositrad. Alors, vous avez développé une plateforme grâce à la technologie de la blockchain. Expliquez-nous un petit peu ce qu'offre Ositrad et
Qu'est-ce que vous avez pu développer et comment avec cette technologie blockchain? Alors effectivement, mon associé et moi qui avons un grand nombre d'années cumulées d'expérience dans le commerce agricole, donc c'est tout le commerce qui va de l'exploitation agricole jusqu'à l'industrie. C'est toutes les phases qui sont nécessaires, certaines en tous les cas. Nous avons fait un travail d'idéation pour créer une plateforme internet où l'on puisse voir les prix aux différents niveaux. Mais pour pouvoir voir ces prix et que ces prix soient garantis, que les restent exécutables, nous avons utilisé la technologie blockchain, qui est une sorte de registre, on pourra revenir dessus en détail, mais qui permet de signer les opérations que l'on fait, et donc elles les rendent engageantes. Quand vous êtes sur certains sites de vente, vous ne savez pas effectivement si vous avez acheté réellement ce qui est en photo ou proposé. Là, avec la signature blockchain, vous êtes obligé de performer, le vendeur est obligé de livrer ce qu'il a proposé à vendre, ou l'acheteur est obligé d'acheter ce qu'il souhaite acheter. Alors, donc c'est une place de marché en ligne, c'est-à-dire que vous mettez en relation qui avec qui? Alors, je mets en relation les acheteurs et les vendeurs d'un sens très général, qui peuvent être un agriculteur avec son négociant ou sa coopérative, qui peut être la coopérative et le négociant avec le meunier, le malteur, le triturateur, ça peut être le triturateur avec l'importateur. Ce sont tous les éléments de la chaîne de commerce du grain en général dans un premier temps, puisque c'est notre background, mais on s'aperçoit en travaillant un peu en détail que beaucoup de transactions de produits agricoles ou assimilés finalement fonctionnent de la même façon. Est-ce que vous envisagez d'aller jusqu'à l'industrie de la transformation, c'est-à-dire ceux qui font des plats préparés? Alors non, parce que le système de commerce est différent à partir du moment où vous entrez dans la deuxième transformation. Il y a encore des règles de commerce qui sont équivalentes lorsque vous vendez de la farine à une industrie de la pâtisserie ou de la boulangerie, que vous vendez du malt à un brasseur. Mais au-delà, on entre dans des combinaisons de produits qui sont beaucoup plus complexes et dans une façon de commercer qui est très différente. D'accord, donc c'est le produit brut finalement qui est livré au travers de l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Qui est échangé exactement, et en fait on ne fait que digitaliser. Et cette digitalisation est permise par la sécurisation grâce à cette technologie de la blockchain. Voilà. Et donc, en fait, pour nous, le consommateur, c'est plus de transparence? Alors, pour le consommateur, c'est effectivement plus de transparence parce que cette technologie de blockchain permet également de générer une traçabilité dès le départ. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de traçabilité au niveau des produits transformés parce qu'il y a toute la problématique de la traçabilité dans la distribution. Là, en utilisant la blockchain dans les parties amont, vous pouvez beaucoup plus facilement, aujourd'hui c'est déjà possible mais c'est assez compliqué, remonter rapidement jusqu'au champ pratiquement. Est-ce que c'est plus facile pour l'agriculteur de vendre ses produits grâce à cette nouvelle technologie, puis à votre plateforme surtout? Ça va plus vite. Oui, ça peut aller plus vite, pas seulement pour l'agriculteur. L'intérêt de la blockchain permet aussi de simplifier un certain nombre de transactions administratives et de contractualisation. Vous n'avez plus besoin de signer un papier puisque vous signez sur la blockchain. Et le fait de signer ce contrat sur la blockchain vous permet de demander à la machine ensuite de faire un certain nombre d'opérations administratives automatiquement qu'aujourd'hui vous êtes obligé de valider par des gens qui travaillent dans des bureaux. Alors vous allez me dire, ça va supprimer du travail. Je ne pense pas que ça va supprimer des postes de travail, ça va fiabiliser un certain nombre d'opérations, mais ça permettra aussi de libérer du temps à des gens pour réfléchir autrement et structurer le marché autrement. Alors comment vous êtes-vous pris pour développer cet outil? Alors mon associé et moi, nous avons pensé un peu cette plateforme et nous avons fait ce travail de première idéation, donc d'imaginer l'utilisation de la blockchain. J'ai découvert la blockchain il y a plus de 4 ans maintenant, alors que c'est quelque chose qui est dans le domaine public. La blockchain, je ne l'ai pas dit, mais c'est la technologie qui est derrière le Bitcoin.
beaucoup de personnes, on connaît le Bitcoin, on en a entendu parler, on a entendu des choses. Mais j'ai fait une émission en début d'année sur ce sujet et on a bien expliqué ce qu'était cette technologie informatique de la blockchain. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a presque même, on commence à lire des articles qui retracent une certaine désillusion par rapport à ce Bitcoin, parce qu'il y a des gens qui ont imaginé devenir très riches et puis en fait ils ne sont pas aussi riches qu'ils ne pensaient. Mais inversement, la technologie elle-même, qui a été révélée par le Bitcoin, qui est sa première utilisation, permet de faire justement une simplification administrative et une fluidité du transfert documentaire notamment, qui est au bénéfice de tous. Et surtout une sécurité, puisqu'en fait tous les éléments sont, on va dire, mis dans différents endroits. Enfin, c'est un peu ça, comme ça qu'on peut résumer. Après, derrière, vous avez une sécurité et c'est le grand intérêt, c'est pour ça qu'on peut faire du commerce aussi avec. Vous avez une sécurité informatique, une sécurité de la donnée qui est à la fois stocké dans de nombreux endroits, mais crypté de telle sorte que seul son propriétaire ou ses propriétaires, dans le cas d'une transaction commerciale, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur, en détiennent la clé. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt de la blockchain. C'est ça l'intérêt principal. Alors vous me posiez la question comment on y est venu. Mais on a fait un premier travail d'évaluation et ensuite on est allé voir des informaticiens. Et en l'occurrence, un groupe fort connu qui a une certaine avance dans l'utilisation de la blockchain hors Bitcoin, qui est IBM, et qui développe une technologie qui s'appelle Hyperledger. Ils font partie d'un consortium Hyperledger. Il faut savoir que c'est le résultat d'un travail en open source, c'est important de le signaler, donc c'est ouvert à tous les développeurs, qui est piloté par la Fondation Linux. La Fondation Linux, c'est quand même aussi une grande référence dans l'informatique. Bien sûr. Open source. Alors donc en fait, vous êtes fait aider par IBM et par la Fondation Linux. Exactement. Et quelle est la prochaine étape pour vous développer? Alors là, nous sommes nous allons, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, mettre en ligne la plateforme de manière à une production accessible aux opérateurs. Et ensuite, une fois que la plateforme sera utilisée en France, très vite on pourra aller au niveau de l'Europe, puisque en fait le commerce agricole traverse très vite les frontières. La France exporte plus de la moitié de sa production agricole. Voilà, donc c'est le scoop du jour, c'est la plateforme Ositrad qui va ouvrir dans quelques jours sur le net. Pour l'instant, c'est encore confidentiel, c'est encore à l'état de développement. D'ailleurs, Benjamin Darmouni a une question à vous poser. C'était pas exactement une question, mais c'était pour rejoindre votre technologie, la blockchain. Nous, au sein de l'UNIS, on a un site de formation qui s'appelle Implus et on a développé ce même système qui, je pense, va révolutionner, je pense la France, mais je pense aussi le monde, parce que la sécurisation de l'information avec le tiers de confiance, ça sera quelque chose d'extrêmement important. Et c'était juste pour dire que l'UNIS, à ce niveau-là, l'utilisera en fait pour transmettre les informations à la CCI au niveau de la formation obligatoire des 14 heures par an pour le renouvellement des cartes professionnelles. D'accord, donc vous aussi, vous vous mettez à cette nouvelle technique informatique, parce que, je pense que vous en avez vu l'utilité. Exactement. Tout à fait. On peut rebondir aussi, tout à l'heure on parlait de carnet numérique d'entretien ou d'utilisation des charges d'un immeuble par exemple. Tout ça, ça peut être sécurisé sur la blockchain, c'est-à-dire que ce n'est plus sous le contrôle d'un seul organisme, mais c'est sous le contrôle des utilisateurs de manière permissionnée éventuellement ou générale. Après, il y a des grandes discussions pour savoir si on doit le réserver à un réseau d'opérateurs ou bien si on peut l'ouvrir au public. Ça, je pense que c'est des règles de métier qui sont à fixer et à discuter, mais ce n'est pas le fond du sujet. Et alors après, pour vous, une fois que la plateforme sera ouverte sur Internet, qui peut venir Est-ce que ça va être... Comment vous allez faire pour vendre votre solution, en fait, en quelque sorte? De par mon expérience, je maîtrise déjà une grosse partie du réseau des commerçants du grain en France et en Europe, qui sont déjà intéressés, puisque je suis déjà allé les voir et j'ai déjà validé un certain nombre d'options avec eux. C'est réservé aux professionnels du grain, parce que ça n'a aucun sens que le public, vous, moi, en tant qu'individu,
puisse aller sur cette plateforme, c'est des termes incompréhensibles. C'est comme aller sur la plateforme d'Euronext où on lit le Bien sûr, etc. mais vous pourriez l'ouvrir à la volaille ou au marché en termes des lignes de produits. Alors, voilà, en termes de lignes de produits. Aujourd'hui, ça traite toutes les lignes de produits céréalières et produits dérivés. Parce qu'il faut qu'on commence à apprendre à l'utiliser. Bien sûr. Mais derrière, on pourra effectivement ouvrir à d'autres lignes de produits à partir du moment où c'est utilisé et suivi sous forme de lot. Parce que le problème des produits agricoles par rapport à des produits industriels, c'est que vous ne pouvez pas graver un code barre sur la pièce, sur le grain de blé en l'occurrence. Bien sûr. Vous êtes obligé de raisonner en lot. C'est une spécificité de notre plateforme. Derrière, nous souhaitons également ouvrir la plateforme à d'autres services, parce qu'une fois que la transaction est écrite dans la blockchain de façon infalsifiable, vous pouvez tout à fait imaginer avoir des services de préfinancement, des services d'assurance, y connecter la logistique automatiquement, y connecter la certification du lot, parce que la blockchain n'enlèvera pas la nécessité qu'un tiers de confiance, en l'occurrence, viennent vérifier que le blé que vous chargez dans le camion est bien le blé qui est décrit dans le certificat de qualité. Ça restera, au contraire, ça prendra d'autant plus d'ampleur que les agriculteurs aujourd'hui qui atteignent des tailles significatives souhaitent vendre en direct leur production, sans passer par un site intermédiaire. Voilà, c'est ça la révolution. Donc, Ositrade ouvre dans combien de jours? Vous pensez pouvoir la mettre à disposition? Dans les 15 jours qui viennent, je pense. Voilà, donc j'espère ce sera le cadeau de Noël. Des informaticiens, exactement. Merci beaucoup, Philippe Lerman, pour nous avoir présenté Ositrade. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien dans quelques jours, une quinzaine de jours, en tout cas à la fin de l'année, vous pourrez taper ositrade.com ou .fr. Qu'est-ce que vous avez choisi? On peut déjà taper ositrade.fr pour comprendre notre offre. Et sur le site commercial, il y a un lien qui renverra ensuite sur l'application. Sur l'application directe. Mais le lien permet également, pour les gens qui sont véritablement intéressés, de se préinscrire, de m'envoyer un mail pour que je les associe à une liste, à un mailing de mise en ligne. Dès que ce sera terminé. Voilà, merci beaucoup. On va revenir à notre sujet du jour. Et donc, c'est la loi Elan, puis l'évolution du logement, les logements évolutifs. Alors, est-ce qu'on n'a pas encore vu, bien sûr, tous les aspects de la loi Elan, parce qu'il y a quand même plus de 230 articles, mais on a quand même parlé du bail mobilité. Alors, l'UNIS, vous avez noté quelque chose, c'est de signaler au procureur les locations de marchands de sommeil. Ça, on n'en a pas tellement parlé. Oui, donc ça, c'est une nouvelle obligation qui pèse sur le syndic. Je rappelle que le syndic, c'est celui qui administre les parties communes. Et je rappelle également que les propriétaires ont un droit de jouissance complet pour faire ce qu'ils veulent à l'intérieur de leur lot. Donc, on fait des syndics des sortes d'auxiliaires de police, puisqu'on leur demande de dénoncer, et je crois que le terme a été employé en haut lieu, des comportements qui pourraient constituer ce qu'on appelle l'activité de marchand de sommeil. Alors, marchand de sommeil, ça veut dire héberger dans des conditions peu compatibles avec la dignité humaine, ça veut dire suroccupé. Ça peut vouloir dire aussi dégrader ou utiliser des moyens pour faire partir des locataires, pour en faire autre chose. Ça peut être ne pas exécuter des travaux. Et ça peut rendre un local complètement impropre à la destination. Ceci ne nous dispense pas d'une autre obligation, puisque nous devons également signaler tout ce qui peut constituer une forme de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Donc je vous laisse imaginer combien ce sera compliqué pour nous de repérer ce genre de choses, sachant qu'on nous annonce d'ores et déjà des contrôles de Tracfin, des contrôles de la DGCCRF pour valider qu'on a pris les mesures nécessaires à repérer ce genre de choses. Alors, mais pourtant, il me semblait qu'avec la loi Allure, il y avait le permis, entre guillemets, le permis de louer. Tout propriétaire doit déclarer, je crois, le logement qu'il met à la location, non? Alors, le permis de louer n'est pas systématique. Il existe dans certaines communes, dans certains quartiers, en fonction de la nature de l'habitat. Sur un habitat neuf, il est bien évident qu'il n'y a aucun risque et qu'un permis de louer n'aurait pas de sens, si ce n'est d'alourdir et d'allonger les délais
de possibilités de mise en location. Mais il reste que le patrimoine classique, bien entretenu, correct, peut quand même être utilisé par un marchand de sommeil. Donc en fait, ça couvre ce qui n'est pas justement pris en charge par le permis de louer. Alors il y a un autre sujet dans la loi Elan qui m'a un petit peu étonnée, c'est quelque chose sur la lutte contre l'absentéisme aux assemblées générales. C'est possible ça? Comment vous allez faire? Enfin, je sais pas. Benjamin Darmouni, qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça est extrêmement complexe. Forcer les gens à se déplacer pour leurs intérêts propres, pour moi, est un sujet extrêmement compliqué à traiter. Alors, ils vont pouvoir donner une forme de pouvoir, de mandat, mais si la décision qui est prise pendant l'Assemblée n'est pas exactement conforme à la convocation de l'Assemblée, il ne pourra plus, on ne pourra pas prendre en compte son vote. Je m'explique. Je ne vais pas à l'Assemblée parce que j'ai un problème. Je donne mon mandat pour qu'on me représente. Et très clairement, spécifiquement, je donne mes directives de vote. Mes décisions de vote. Si, pour quelque raison que ce soit, ma délégation, la résolution est modifiée, je donne un exemple, l'achat de partie commune, 2000 € du mètre. Au final, il y a une négociation qui s'instaure, c'est 2005. Eh bien, mon vote ne pourra plus être pris en compte. Il faut savoir que lorsqu'on a une assemblée générale de copropriété, tout n'est pas figé. On discute, on évolue, on grandit de la vie de chacun. Eh bien là, ça ne pourra plus être le cas. Donc, effectivement, donc ça veut dire que ça reporte des décisions à l'année suivante. C'est ça que vous voulez nous dire, en fait. Exactement. Et il y a un point important, c'est qu'avant, on pouvait avoir 3 pouvoirs ou 5% de l'immeuble. Et on est toujours dans cette même philosophie. Aujourd'hui, on a monté le quota à 10%. Ce qui fait que lorsque on avait des copropriétaires qui ne pouvaient pas être représentés parce qu'ils ne pouvaient pas donner leur pouvoir à quelqu'un, maintenant, en augmentant cette limitation à 10%. Donc ça veut dire que maintenant, on pourra avoir combien de pouvoirs par personne? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, à peu près? On pourra avoir autant de ce qu'on en comprend. On n'est plus limité à 3 pouvoirs, voilà, c'est ça que vous voulez nous dire? 10%. D'accord. Donc on peut avoir plus de pouvoirs que 3. Exactement. On est limité à 3 pouvoirs si ça fait plus de 10%. Voilà, d'accord. Ah oui, alors là, il faut recalculer en fonction des millièmes de pouvoir. Donc c'est un peu plus complexe. Merci beaucoup. Philippe Lerman, vous vouliez réagir? Oui, je voulais rebondir sur la notion de vote et de problématique de vote dans les assemblées générales et dire que la blockchain permettait aussi, il y avait des développements qui permettaient de sécuriser les votes et des systèmes de vote justement. Alors peut-être, je ne dis pas que ça résoudra tout, mais je sais que c'est un domaine de recherche qui a déjà des bons résultats, qui permet de répondre aux problématiques dans l'immobilier, mais également aux problématiques dans tous les mouvements coopératifs, dans toutes les associations. Ou les grosses assemblées. Ou les grosses oui, assemblées. Ou toutes les banques mutualistes peut-être, parce qu'ils sont très nombreux. Coopératives, voilà, c'est le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, c'est... Caisse d'épargne, voilà. La Caisse d'épargne. Et d'ailleurs, j'avais, il y a 2 ans, participé à un Startup Weekend sur la blockchain, où la Caisse d'épargne avait été très intéressée par une des propositions de valeur qui avait été primée à ce Startup Weekend. Donc c'est pour dire que la blockchain permet beaucoup plus que simplement de sécuriser du commerce. Et il y a des initiatives déjà qui commencent à émerger. On va les attendre, hein. J'ai Benjamin Darmouni. On va peut-être pouvoir voter à distance finalement. Alors, non, mais pour revenir sur ce vote par correspondance, cela pourra avoir un avantage chez les visioconférences. Ça on ne le nie pas. Maintenant, pour tout autre moyen de communication, clairement, on est sceptique. Et c'est surtout que par les décrets, on devrait nous donner les conditions de vérification que la personne en face de nous est bien le copropriétaire concerné. Et c'est tout ça qui, pour nous, pose des difficultés. On attend impatiemment les décrets d'application. Et c'est toujours la même chose. D'ailleurs, avec la loi Allure, on peut se rappeler quand même que certains décrets, on attend toujours les décrets d'application
Donc il y a certains textes qui avaient été prévus qui ne peuvent pas être appliqués parce qu'il n'y a pas les décrets. Donc ça va être pareil peut-être pour la loi Elan, on verra bien. L'avenir nous le dira. Alors, autre sujet peut-être pour la loi Elan, pour conclure, Evelyne Vivier, qu'est-ce que vous avez noté d'autre encore Plein de choses. On a des précisions sur l'individualisation des frais de chauffage. Donc il y a un volet rénovation énergétique. On va interdire les appareils de chauffage polluants. Donc oui, il existe encore des chauffages au charbon, par exemple. On va essayer de réduire la consommation dans les bâtiments tertiaires. On a un point important qui est la clarification de la propriété des colonnes électriques. Nous avions des gros débats avec Enedis, donc qui est le détenteur souvent du réseau électrique et qui amène l'électricité dans les appartements. Oui, on a tout entendu parler du Linky, voilà. Du compteur Linky. Alors il y a Linky en effet, mais sur les colonnes générales, on se posait tout le temps la question de savoir si elle appartenait au réseau public ou si elle appartenait à l'immeuble. Et bien évidemment, certains contrats remontant à des décennies, on n'avait plus dans les dossiers des contrats qui auraient démontré éventuellement qu'Enedis était propriétaire. Et donc la charge de rénovation de ce réseau pesait sur les immeubles. Et là, la loi vient préciser que dans un délai de 2 ans, donc on peut demander à Enedis de prendre en charge ce réseau public. Donc on aura un petit délai d'attente. Si on veut refaire une colonne tout de suite, on ne pourra pas le faire, mais de toute façon, il va y avoir un effet d'encombrement. Donc là, il est clairement dit que le réseau appartient à Enedis, bon, sauf preuve contraire. Si une propriété tient à signer une convention de propriété sur ce réseau et qu'elle tient à continuer, elle pourra le faire. Merci beaucoup Evelyne Vivier. Alors peut-être une réaction, Michel Fréchet. Vous avez fait beaucoup de demandes pour conclure, peut-être sur l'électricité, ça vous interpelle, mais vous avez aussi fait plusieurs propositions sur l'augmentation du plafond de ressources pour accéder au logement, et là vous n'avez pas été entendu. Oui, j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Oui, les plafonds de ressources pour accéder au logement social, pas au logement général, hein, au logement social ont été abaissés, si mes souvenirs sont exacts, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'on a réduit on a réduit le nombre de personnes qui pouvaient accéder au logement social tout en développant en parallèle un discours sur la mixité sociale. Là encore, on marche sur la tête. D'un côté, on réduit la possibilité d'accéder au logement social à un certain nombre de catégories et en même temps, on parle de mixité sociale. La réalité aujourd'hui du logement social, c'est que année après année, les gens qui entrent dans ce logement social s'appauvrissent. Et on est en train de créer des ghettos de gens à faible revenu, ce qui, dans le cadre d'une société que l'on veut mixte, est extrêmement dangereux. Ce que je voudrais dire aussi, et on n'en a pas parlé, c'est fort dommage parce que pour nous, c'est probablement la chose la plus importante de la loi Elan, c'est la remise en cause complète du modèle de logement social dans notre pays. Je rappelle que les logements sociaux, c'est 4 600 000 logements. Ces logements sociaux logent 10 millions de personnes et en 2015, nous n'avons pas de statistiques plus récentes, ils ont fait 17 milliards d'investissements. Donc ça n'est pas rien. Or, jusqu'à une période récente, l'État participait au financement de la construction de logements sociaux. Bon, progressivement au fil des années, la participation de l'État s'est réduite. Maintenant, avec la loi Elan, c'est officiel, l'État ne mettra plus un centime dans la construction de logements sociaux. Et pour remplacer la part de l'État, eh bien, la loi Elan oblige les organismes HLM à vendre leurs logements. Donc il va y avoir des locataires et des propriétaires, c'est ça que vous voulez dire? Oui, on peut dire ça, effectivement. Et donc ça veut dire en clair que pour pouvoir construire des logements, il faudra que les organismes HLM vendent chaque année, c'est dans la loi, 1% de l'ensemble de leur parc. En fait, les organismes vont devoir se constituer leur propre fonds d'investissement. C'est ça, c'est ça que on peut dire ça. D'autre part, autre chose, pour que les choses fonctionnent, l'État oblige désormais les organismes HLM à se regrouper.
tous les organismes qui gèrent moins de 12 000 logements devront obligatoirement se regrouper avec d'autres. Ils ont jusqu'à 2020, si mes souvenirs sont exacts, ou 21 pour le faire. Et donc, à cette date-là, tous les organismes auront plus de 12 000 logements à gérer. Ce qui veut dire que dans des petites communes rurales, par exemple, où il existait un organisme HLM qui gérait, par exemple, 1000 ou 2000 logements, eh bien, ça n'existera plus. Ça va devenir des grosses structures, c'est ça que vous voulez dire. On est en train de créer de très, très grosses structures. Et vous avez peur mastodontes. De la gestion? Et donc, oui, on a peur de la gestion, effectivement, mais c'est une gestion, alors je n'ai pas le temps de l'expliquer. Il faudra vous revenir pour nous expliquer. On va rendre l'antenne dans une minute. Qui est en train de prendre la place de la participation. Vous reviendrez nous expliquer ça dans quelques temps. On va passer la parole tout de suite. Vous avez 30 secondes pour conclure. Alain Mélier, je suis désolée, le temps tourne. 30 secondes pour conclure. Au-delà de la loi Elan, vous avez compris qu'on s'investit beaucoup, nous, sur les sujets sociétaux et donc du maintien à domicile et de l'intergénérationnel. Oui, vous avez publié différents livres là-dessus. Il faut aller voir sur votre site internet. Le guide Bien vieillir chez soi qui est disponible sur le site et aussi une petite application disponible gratuitement sur le site de la Fédération, Home Access, qui permet de savoir si, en fonction de l'évolution des usages dont j'ai besoin, l'ascenseur est adapté ou pas. Oui, parce que la crainte, c'est de rester coincé dans son ascenseur. C'est la crainte de tout le monde. Mais c'est un événement rare, mais qui peut arriver. Mais Home Access ne va pas répondre à ce point-là. Voilà, donc là, il faut aller voir sur le site de la Fédération des ascenseurs, effectivement, votre livre blanc, le nouveau guide du bien vieillir. Voilà, c'est tout. Ok, tant pis.